Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique qui fait couler beaucoup d'encre et suscite autant de débats et de polémiques. Le jeûne. Une pratique ancestrale qui consiste à ne pas s'alimenter pendant une certaine période avec l'objectif d'obtenir des bénéfices sur la santé. Les plus modestes disent que le jeûne les fait simplement se sentir mieux, plus légers, plus en forme, avec une meilleure acuité mentale. Les plus optimistes affirment qu'il peut guérir ou améliorer des conditions ou des maladies graves et chroniques, comme le diabète ou certains cancers. Mais qu'en est-il réellement ? Le jeûne est-il simplement une pratique de bon sens, adaptée à notre biologie et que les humains pratiquent depuis les chasseurs-cueilleurs, le paléolithique et même bien avant ? Ou s'agit-il d'un élixir de jouvence, une pratique miraculeuse qui peut prolonger la vie et soigner des maladies graves ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Saisonnalité oblige, on parlera également du jeûne musulman pendant le mois de Ramadan qui aura lieu cette année au mois de mars. Est-il vraiment bénéfique ? Est-ce vraiment un jeûne ? Et pourquoi Allah, son prophète Mohammed et son fidèle compagnon, l'âne Duldul, auraient-ils imposé cette pratique ? Le jeûne du Ramadan est très controversé. C'est un jeûne diurne, donc pendant la journée, qui provoque fatigue, hypoglycémie, accident de la route, paresse, baisse du PIB et ralentissement de l'économie dans les pays musulmans. De plus en plus de voix s'élèvent contre cette pratique, qui n'est pas un jeûne au sens médical, ni traditionnel du terme d'ailleurs. Et on en parlera en détail dans la seconde partie de ce podcast. Programme chargé, donc installe-toi confortablement, fais péter ton stock de gazouze que t'as déjà acheté pour le Ramadan, les pistaches, les cacahuètes, tu connais l'histoire. Pour commencer, j'ai toujours été agacé par les gourous et hystériques du jeûne qui nous vendent cette pratique comme étant nouvelle, révolutionnaire, spéciale. Mais il faut savoir que nous jeûnons tous les jours, ou plutôt tous les soirs. À chaque fois que nous allons au lit, nous commençons un jeûne. C'est pour cette raison d'ailleurs que le premier repas de la journée s'appelle le déjeuner. Et que signifie le mot déjeuner ? Eh bien, c'est défaire le jeûne ou sortir du jeûne. Le mot jeûner signifie s'abstenir de nourriture pendant un certain temps. Donc déjeuner, c'est sortir de l'abstinence alimentaire. Pour faire un peu d'étymologie, l'origine du mot déjeuner remonte au latin médiéval disjeunar, composé du préfixe dis, exprimant l'action de rompre ou d'annuler, et du mot jeunar, provenant du latin qui signifie jeûne. Déjeuner signifie donc rompre le jeûne ou sortir du jeûne. On a la même chose en anglais avec le mot breakfast. Breakfast est composé de break, casser ou rompre, et fast, qui est le mot jeûner en anglais. Breakfast, rompre le jeûne, casser le jeûne. On a également la même chose en espagnol, mais sans surprise, l'espagnol et le français partagent la même racine latine. Donc petit déjeuner en espagnol, c'est le desayuno et le verbe desayunar, déjeuner ou petit déjeuner plutôt. Et pour la petite histoire, petit déjeuner est un néologisme. Avant, en français, ça n'existait pas. On utilisait le mot déjeuner. Petit déjeuner est apparu plus tard, c'est un néologisme apparu vers le XVIIIe, XIXe siècle avec l'enrichissement, l'industrialisation, l'apparition de nouvelles boissons comme le thé, le café, le cacao, qui ont introduit de nouvelles pratiques et notamment des repas plus légers le matin. Pour accompagner ces nouvelles boissons, le thé, le café, on a commencé à consommer un repas le matin, un repas léger qu'on a commencé à appeler le petit déjeuner. Mais avant ça, au Moyen-Âge notamment, les paysans, les classes populaires, ne prenaient pas de petit déjeuner. Ça n'existait pas. Ils prenaient un déjeuner. Le déjeuner était le premier repas de la journée qui était pris souvent tard dans la matinée après les heures de travail. On allait au champ et ensuite, en rentrant, on déjeunait. Et on faisait cette action de rompre le jeûne.
D'ailleurs, au Canada francophone, qui a gardé beaucoup des anciennes traditions françaises, linguistiques notamment, le petit déjeuner ou le mot petit déjeuner n'existe pas. Au Canada, on dit déjeuner. Pour le repas du midi, on utilise le mot dîner et le repas du soir s'appelle souper. Donc l'analyse sémantique nous prouve que nos ancêtres, partout à travers le monde et dans toutes les cultures, savaient déjà que le sommeil était un jeûne et que le premier repas de la journée était la rupture du jeûne. Donc jeûner, et c'est la première chose à comprendre, est une pratique que l'on fait tous les jours pendant le sommeil. On n'a pas besoin d'un gourou, ni d'une secte, ni d'une autorité religieuse pour nous dire que le jeûne est bien ou que le jeûne est nécessaire ou que le jeûne est bénéfique à la santé. On le sait. On le sait tous lorsqu'on va dormir. On arrête de manger. Et le matin, lorsqu'on se lève, on déjeune. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est une pratique instinctive, les animaux jeûnent. Lorsqu'ils sont malades ou blessés, les chiens et les chats domestiques cessent souvent de manger, un comportement instinctif qui leur permet de concentrer leur énergie sur la guérison plutôt que sur la digestion. Les perroquets peuvent jeûner lorsqu'ils sont anxieux ou souffrent d'une maladie. Les serpents peuvent jeûner pendant de longues périodes, surtout après un gros repas, mais aussi lorsqu'ils sont stressés ou en mauvaise santé. Les ours pratiquent le jeûne prolongé pendant l'hibernation, qui peut durer plusieurs mois. Certains poissons cessent de s'alimenter lorsqu'ils sont malades ou soumis à un stress environnemental important, comme un changement de température par exemple, ou une mauvaise qualité de l'eau. Les chevaux jeûnent, refusent de manger lorsqu'ils souffrent de coliques ou d'autres maladies. Certains primates, comme les chimpanzés, peuvent refuser de manger lorsqu'ils sont blessés et, chose intéressante, lorsqu'ils sont en deuil. Un chimpanzé triste jeûne. Il n'a plus l'appétit, il ne mange pas. Et l'homme, cet autre primate, ce singe intelligent, doté de conscience, quoique des fois le doute est permis, n'échappe pas à cette règle. Donc le jeûne est d'abord quelque chose d'instinctif, d'intuitif, que fait le corps tout seul. Il sent qu'il en a besoin et il le fait. Voilà pourquoi je vous disais au début de ce podcast que je suis agacé par les gourous de la nutrition, les illuminés du New Age, les religieux qui nous expliquent qu'ils ont découvert l'eau chaude. On jeûnait avant, bien avant, et même les animaux le font, pour vous dire à quel point ça dépasse la question des humains et des pratiques, qu'elles soient religieuses, médicales ou autres. Le jeûne est une nécessité physiologique, tout comme le sommeil l'est. Et la seule chose qui a changé en réalité, la seule raison pour laquelle on jeûne mal ou on ne jeûne pas comme nos ancêtres, eh bien, c'est la question de la modernité, de l'électricité, qui nous permet aujourd'hui de veiller tard le soir et donc de manger tard, alors que nos ancêtres arrêtaient leur journée à la tombée de la nuit, vers 18h, 19h, dès que la nuit tombe, les activités cessent et ce qu'on fait en général, c'est qu'on mange, on prend son souper, comme on l'appelle au Canada, et ensuite on va au lit. Et donc cesser de manger à 19h et se lever le lendemain matin à 7h, ben ça faisait un jeûne de 12 heures. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les écrans, la technologie, on veille le soir. Donc les gens, jusqu'à 9h, 10h, 11h, minuit, parfois 1h du matin, sont encore en train de grignoter, de boire des boissons sucrées, des limonades. Et donc, si tu arrêtes de manger à minuit et que tu te lèves à 7h pour petit déjeuner ou déjeuner, ça ne te fait qu'un jeûne de 7 heures, ce qui n'est pas suffisant. Il est admis que le corps, pour épuiser ses stocks de glucose, a besoin d'au moins 12 heures. Et donc, arrêter de manger à 19 heures pour petit déjeuner à 7 heures était une fenêtre optimale et c'est même le minimum pour que le corps puisse se reposer, se réparer et entamer toutes les réparations dont on parlera, notamment la production d'hormones qui se passe pendant la nuit. Une autre raison pour laquelle la pratique du jeûne chez les humains est bénéfique est que l'homme n'a jamais vécu dans l'abondance.
Les McDo à tous les coins de rue, les frigos pleins, les placards remplis avec de la nourriture disponible à toute heure de la journée est un phénomène nouveau auquel le corps n'est pas habitué. Il n'a pas évolué pour ça. L'homme a évolué dans le manque, dans la rareté et même dans la famine. Les premiers humains chasseurs-cueilleurs vivaient en alternant des périodes de famine et de festin, de famine et de nourriture, et le corps a appris à résister et même à se renforcer pour survivre à de longues périodes sans s'alimenter. Et le corps humain, par l'évolution et la sélection naturelle, s'est adapté pour supporter de longues périodes de jeûne, de longues périodes sans s'alimenter. Je dirais même que la sélection naturelle a privilégié ce type d'homme, c'est-à-dire que les humains qui n'arrivaient pas à survivre très longtemps une fois que leur stock de glucose s'était épuisé, n'ont pas survécu, ne se sont pas reproduits. De manière naturelle, les humains qui ont transmis leurs gènes, qui ont survécu à la famine, aux difficultés, aux guerres, c'était d'abord les plus forts, mais aussi ceux qui avaient une très bonne capacité à supporter la faim sur de longues périodes. Voilà pourquoi nous sommes des descendants de jeûneurs. Nous sommes des descendants d'ancêtres qui pratiquaient le jeûne et qui avaient aussi évolué dans un environnement de la rareté et non de l'abondance. Encore une fois, aucun de nos ancêtres n'avait un placard plein de bouffe et de chocolat et de sucre, aucun de nos ancêtres n'avait un frigo, du moins ancêtres lointains, n'avait un frigo plein de bouffe dans lequel il pouvait se servir du matin au soir. Ça n'existait pas. Donc le schéma de fonctionnement naturel, c'était se lever le matin, ne pas pouvoir manger et sortir, chasser, trouver des baies, des racines, peu importe. Mais la démarche, c'était d'aller chercher la bouffe et parfois ne pas en trouver pendant des heures. Voilà comment l'adaptation au jeûne chez les humains s'est faite progressivement. Et par cette adaptation au jeûne chez les humains, il a fini par déclencher des mécanismes physiologiques qu'on peut résumer ou vulgariser en deux éléments. Le premier, c'est l'autophagie et le second, c'est le switch métabolique. Qu'est-ce que l'autophagie ? C'est un processus cellulaire naturel par lequel les cellules dégradent et recyclent leurs propres composants endommagés ou inutiles. Privée de glucose, privée de sucre rapide disponible, la cellule commence à dégrader et à recycler ses propres composants endommagés. En d'autres termes, elle se nettoie. Et l'autre phénomène, c'est le switch métabolique, qui est le passage du glucose au cétone, une autre source d'énergie issue des graisses. Ce qui se passe pendant le switch métabolique est que le corps passe de l'utilisation du glucose, donc du sucre, comme principale source d'énergie, aux cétones, qui sont des dérivés des graisses. Et voilà comment comprendre simplement ce qui se passe pendant le jeûne. En temps normal, le corps utilise le glucose provenant des glucides pour produire de l'énergie. Donc, les sucres disponibles sont utilisés immédiatement pour produire l'énergie nécessaire pour notre quotidien, nos activités quotidiennes. Cependant, lorsque les réserves de glucose s'épuisent, ou par un jeûne prolongé, donc plus de 12 heures, ou par une activité physique, du sport, ou par un régime faible en glucides, quelle que soit la méthode utilisée, on déprime notre corps de glucose, ou on épuise plutôt, c'est le bon terme, on épuise le glucose, et le foie commence à ce moment-là, parce qu'il n'y a plus d'énergie disponible, à dégrader les graisses pour produire des cétones. On commence tout simplement à taper dans nos réserves de graisse. Et ces cétones deviennent alors la principale source d'énergie pour les organes, notamment le cerveau qui utilise les corps cétoniques comme substitut au glucose. Et ce switch métabolique est associé à des bienfaits, notamment à l'amélioration de la clarté mentale, à une meilleure gestion de l'énergie, à la stimulation de l'autophagie, le travail de nettoyage cellulaire. Et les cétones, donc cette énergie issue des graisses, est souvent appelée supercarburant. C'est un carburant de meilleure qualité. En général, on est moins fatigué. On a plus de clarté mentale. On a une énergie beaucoup plus constante dans la journée, contrairement à l'énergie issue du glucose ou des sucres rapides qui nous provoque ce fameux crash, cette fameuse fatigue qu'on a dans la journée après avoir mangé. Après le pic glycémique, en général, on est très fatigué. Chose qui n'arrive pas lorsqu'on consomme peu de sucre,
Lorsqu'on a un régime, par exemple, protéiné, pour ceux qui ont l'habitude de consommer du sucre le matin, des tartines, de la confiture, etc., essayez un jour de prendre des œufs, des avocats, plus de graisse et de bonne graisse et de protéines, et vous verrez la différence sur votre clarté mentale, le niveau d'énergie que vous aurez, ça n'a rien à voir. Et l'autre raison pour laquelle on appelle les cétones le supercarburant, c'est qu'ils produisent plus d'énergie par molécule consommée. Et le tout en produisant moins de déchets nocifs comme les radicaux libres, ce qui réduit le stress oxydatif. Stress oxydatif qui est le facteur clé du vieillissement et de nombreuses maladies. Et voilà comment on arrive à ce que décrivent beaucoup de personnes qui jeûnent, c'est-à-dire un esprit clair, une meilleure endurance physique, moins de coups de fatigue. Les cétones sont tout simplement une meilleure source d'énergie. Mais comme je le disais, il n'y a pas besoin de faire de jeûne très complexe pour arriver à ça. C'est-à-dire que si vous arrêtez de manger tôt le soir, au lieu de vous goinfrer jusqu'à minuit, si vous arrêtez de manger à 19 heures, voire 18 heures, normalement, au lever, 12 heures plus tard, vous commencez à taper dans les graisses. Vous avez normalement épuisé vos réserves de glucose, surtout si la veille, votre repas n'était pas particulièrement sucré. Et le temps, c'est vraiment la clé du jeûne. C'est pour ça que on verra plus tard que le ramadan, par exemple, n'est pas un jeûne, parce qu'il ne remplit pas ces critères de temps. Parce que pour que le switch métabolique se produise, donc le passage du glucose aux cétones, il faut épuiser toutes les réserves de glucose et de sucre pour commencer à fonctionner sur les graisses et les cétones. On considère que ce switch se produit au bout de 12 à 16 heures de jeûne chez la plupart des gens. Et voilà pourquoi aujourd'hui on a plus de maladies chroniques, on a plus de gens malades. C'est que la majorité des gens, contrairement à nos ancêtres, ne font plus ces 12 à 16 heures de jeûne. Le jeûne naturel, celui qui commence lorsqu'on va dormir. Les gens mangent trop tard. Ils grignotent à 21h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin, devant les écrans, devant la télé. Et comme le lever, c'est toujours le même, à part le week-end, tu te lèves à 7h, peut-être même à 6h. Donc ta fenêtre de jeûne n'est pas suffisante. Ton corps est fatigué. Tu te réveilles le matin, tu as encore du sucre dans le sang. Alors que si tu avais arrêté de manger à 18h ou à 19h, le matin, tu as quasiment fini ton cycle de glucose, tu commences à taper dans les cétones, cette bonne énergie qui te donne la clarté mentale. Et mon avis, parce que j'ai pas envie de donner de conseils, je suis ni médecin, ni spécialiste, ni biologiste, donc je vous donnerai mon avis, ce que je pense est correct à mon niveau, c'est que si simplement, vous vous éduquez à arrêter de manger tôt, aussi tôt que possible, c'est pas possible pour tout le monde, peut-être les gens qui travaillent beaucoup, qui ont des enfants qui sont débordés, auront du mal à gérer ça, mais dans l'idéal, c'est d'arrêter de manger à 19h, voire avant. Ne plus rien consommer à partir de 19h, voire 18h, à part de l'eau, des thés, peut-être un bouillon, et comme votre premier repas sera le petit déjeuner ou le déjeuner de 7h ou 7h30 du matin, vous aurez fait quasiment vos 12 heures de jeûne. C'est pas un jeûne intermittent. Pour le jeûne intermittent, il faut un peu plus. Plutôt viser les 16 heures. Mais c'est toujours mieux que celui qui a tapé une barre de chocolat à minuit. Ou un paquet de chips, ou je ne sais quelle autre merde qui va rester dans le sang et créer des taux de glucose élevés jusqu'au matin et même plus tard le lendemain. Et pour ceux qui ont envie de faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent, donc 16 heures de jeûne, il y a deux façons de le faire selon les préférences. Il y a ceux qui préfèrent sauter ce qu'on appelle le petit déjeuner, c'est-à-dire ils arrêtent de manger à 19h la veille et ils ne mangent pas jusqu'à 11h ou midi le lendemain, donc ils sautent le petit déjeuner et ils déjeunent à 11h ou midi, ce qui leur fait 16 ou 17 heures de jeûne. Et il y a ceux qui préfèrent plutôt sauter le repas du soir. Et moi, c'est mon option préférée, c'est celle qui m'est le moins pénible, parce que j'ai du mal à sauter le petit déjeuner, j'ai besoin de manger avant de sortir le matin,
Sinon, c'est pénible. Je sens la faim, je sens... Quand je me lève, j'ai soif et j'ai faim. Donc, le plus facile pour moi, si j'ai envie de le faire et quand j'ai envie de le faire, c'est par exemple d'arrêter de manger à 15 ou 16 heures. Donc, prendre une collation à 15 ou 16 heures pour éviter d'avoir faim plus tard. Par exemple, un fromage blanc et des noix. Ensuite, je saute le repas du soir et je ne mange rien jusqu'au lendemain matin. Ce qui fait un jeûne de 15-16 heures à 7 heures du matin. Admettons, tu prends ta collation à 15 heures, tu ne manges rien jusqu'à 7 heures le lendemain matin, ça te fait 16 heures de jeûne. Et personnellement, c'est l'option que je trouve la plus simple. J'ai plus de facilité à sauter un repas du soir, parfois même sans forcer. Il se peut que je déjeune tard parce que j'ai eu des choses à faire ou une réunion, donc je vais déjeuner à 14 heures ou à 15 heures, mais un déjeuner copieux, et il se peut que je n'ai pas faim la nuit, donc je ne mangerai rien jusqu'au lendemain matin 7 heures. Et donc il m'arrive de jeûner sans vouloir le faire, c'est juste que je n'ai pas eu faim le soir. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas faim le soir. Donc ce jeûne ou jeûner sous cette forme est plus facile que de sauter le petit déjeuner. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas faim le matin et qui me diront non, pour moi, c'est plus facile de sauter le petit déj et de ne rien manger jusqu'à midi. Moi, personnellement, je trouve ça très dur. Alors, chacun a sa biologie, sa physiologie, ses habitudes, mais moi, personnellement, le matin, instinctivement, j'ai soif et j'ai faim. Donc, il faut que je m'hydrate et que je mange. Alors que le soir, ça ne me traumatise pas d'aller au lit sans manger. Et on distingue plusieurs types de jeûnes. Il y a ce qu'on appelle le jeûne intermittent dont on vient de parler, qui est un jeûne entre 12 et 16 heures, relativement facile à faire et même sans forcer. Si vous prenez simplement l'habitude de prendre votre dernier repas à 18 heures ou à 19 heures, ben vous faites déjà un jeûne intermittent. Il y a ce qu'on appelle le jeûne prolongé. Là, c'est un peu plus compliqué, parfois plusieurs jours. Et en général, ça se fait sous surveillance, dans une clinique, dans un centre, parce que ne pas s'alimenter pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, ça peut être dangereux. Donc souvent, les gens qui font ce genre de jeûne très long le font sous surveillance, ou à minima avec un protocole très clair. Et lorsqu'ils recommencent à s'alimenter, ils ont aussi un protocole. Tu ne fais pas un jeûne d'une semaine ou de 2 semaines pour commencer à taper un steak direct quand tu recommences à manger. Tu risques de vomir ou tu risques même d'avoir des choses plus graves au niveau de ta santé. Donc en général, le jeûne prolongé de plusieurs jours s'accompagne aussi d'un protocole de reprise. Tu commences par manger des bouillons, des soupes, des légumes. Petit à petit, tu introduis de la protéine, peut-être du poisson, au fur et à mesure, et tu réadaptes ton corps à manger. Et ensuite, on a autre chose qui n'est pas vraiment du jeûne, qu'on appelle une diète imitant le jeûne. C'est-à-dire qu'on apporte un apport calorique minimal qui déclenche les mêmes mécanismes biologiques. Ça a un terme en anglais, de toute façon, tout a un terme en anglais, c'est un peu le génie des Américains. Dès qu'il y a un truc, ils lui donnent un nom, et on appelle ça le Fasting Mimicking Diet. FMD, donc une diète imitant le jeûne qui consiste à réduire l'apport calorique, donc de le baisser à entre 800 et 1100 calories par jour pendant 5 jours. Et ce déficit calorique déclenche les mêmes mécanismes biologiques qu'un jeûne complet, comme la cétose, l'autophagie, la réduction des inflammations. C'est une diète qui repose sur une alimentation légère, en général végétale, donc des légumes, brocolis, épinards, courgettes, des fruits faibles en indice glycémique, des baies, des pommes, des noix et des graines, amandes, noix de cajou, etc., des huiles saines comme l'huile d'olive et des soupes végétales sans féculents. On peut aussi ajouter des olives et des tisanes en tout genre. Et pour synthétiser les avantages du jeûne, voilà ce qui se passe dans le corps lorsqu'on jeûne. Tout d'abord, l'autophagie, qui est le nettoyage cellulaire. C'est un processus pendant lequel les cellules décomposent et recyclent leurs composants endommagés. C'est déclenché après 12 heures de jeûne. Et ce que fait la cellule, c'est qu'elle élimine les déchets cellulaires, elle réduit l'inflammation chronique, elle ralentit le vieillissement cellulaire. Ensuite, on a le switch métabolique. Donc, on en a déjà parlé, le passage des glucides aux graisses. Au bout de 12 heures sans apport alimentaire, les réserves de glycogène s'épuisent.
Le foie commence alors à transformer les graisses en cétones qui sont utilisées comme un carburant alternatif et un super carburant. Bénéfice des cétones, boost cognitif et énergétique, effet anti-inflammatoire et neuroprotecteur. On a aussi des bienfaits hormonaux et métaboliques, diminution du taux d'insuline et augmentation de la sensibilité à cette hormone, donc ça prévient le diabète. C'est quoi un diabétique? C'est quelqu'un qui n'est plus sensible à l'insuline produite par le corps, donc il lui faut de l'insuline artificielle. Donc le jeûne prévient de ça. On a aussi naturellement une baisse du taux de glucose dans le sang et une activation des gènes de longévité et de protection cellulaire. Le dénominateur commun entre les gens qui vivent très longtemps, c'est des gens qui mangent peu. Peu importe ce qu'ils mangent, on le verra avec l'expérience faite sur des souris, peu importe ce qu'ils mangent. Manger peu et dans des fenêtres réduites vous fait vivre plus longtemps. Et les bienfaits prouvés du jeûne, et là, prouvés scientifiquement, on n'est pas dans des théories farfelues, on a une réduction du risque de diabète type 2, c'est peut-être l'effet le plus spectaculaire, une baisse de l'insulinorésistance, on a une amélioration du profil lipidique, donc la diminution du cholestérol et des triglycérides, une perte de graisse viscérale, réduction du tour de taille et de la graisse autour des organes. La graisse viscérale, c'est aussi le fameux bide chez les hommes qu'on n'arrive pas à perdre, ou que certains hommes n'arrivent pas à perdre. C'est-à-dire que tu as beau faire des régimes, du sport, etc. Tu maigris partout. Voilà, tes bras, tes pectoraux, tes cuisses. T'as pas particulièrement de gras. Et tu as ce petit bide qui veut pas disparaître. Ça, c'est la graisse viscérale. Et en général, le jeûne qui tape dans les graisses va commencer par ça. Donc le jeûne peut faire disparaître cette graisse compliquée que les gens n'arrivent pas à perdre. Effet anti-inflammatoire, réduction des marqueurs inflammatoires chroniques, bénéfique pour les maladies auto-immunes comme l'arthrite notamment. Santé cérébrale et longévité, amélioration des fonctions cognitives et de la mémoire, protection contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson, et des effets sur le cancer. Alors, c'est tout un débat, le jeûne et le cancer. Alors là, si vous faites des recherches, vous trouverez des avis pour, des avis contre, des avis qui considèrent que c'est dangereux, d'autres avis qui considèrent que le jeûne est un miracle. Il y a vraiment de tout et je pense que là, c'est du cas par cas. Peut-être que pour certains cancers, ça fonctionne mieux que pour d'autres, mais la logique derrière est que la privation énergétique prive les cellules cancéreuses de l'énergie dont elles ont besoin pour se multiplier. Vous savez que les cellules cancéreuses raffolent de sucre. Le sucre est l'allié du cancer. Le sucre est le meilleur ami du cancer. Tu veux tomber malade? Bouffe du sucre, mange du sucre. Si tu me dis, l'observateur, comment on fait pour tomber malade? J'ai envie d'attraper un diabète, un cancer, toutes les saloperies, je veux tomber malade. Eh bien, mange du sucre. Mange du sucre, tu auras toutes les saloperies de la planète. Si tu as par exemple une chance de développer un cancer, si tu as une chance par exemple de 10% de développer un cancer, bouffe du sucre, ça passera à 50%. Il y a même, accrochez-vous bien, il y a même des cancers qu'on détecte par injection de glucose. C'est une technique qui s'appelle la TEP, thermographie par émission de position. Donc on injecte un traceur radioactif, généralement du fluorodésoxyglucose. Pour le dire simplement, c'est du glucose marqué avec du fluor. Et comme les cellules cancéreuses raffolent du sucre, elles l'absorbent. Et on arrive à savoir où elles sont. On arrive à les détecter. Donc manger moins de sucre, c'est aussi priver les cellules cancéreuses de leur source d'énergie favorite. Et voilà comment un régime faible en sucre et un jeûne qui fait passer le corps sur un autre type d'énergie, les cétones, peut prévenir un cancer. Autre chose aussi, on a remarqué que le jeûne augmentait l'activité des cellules immunitaires dans les tumeurs, les lymphocytes. Et quand vous comprenez tous ces mécanismes, on peut aussi comprendre l'augmentation des cancers, l'augmentation des diabètes, l'augmentation des maladies chroniques, des inflammations, des arthrites. Tout simplement, on ne jeûne peut-être pas suffisamment. Et là, je ne parle pas de jeûne spécial, thérapeutique ou sur plusieurs jours. Je parle du simple jeûne qui consiste à aller au lit sans manger, qui consiste à manger tôt, à aller au lit, pour que ton corps soit au moins tranquille pendant 12 heures, que ton corps
et au moins le temps de se régénérer et de se reposer pendant 12 heures. C'est la fenêtre minimale pour commencer à consommer les cétones. Sinon, avant ça, tu ne carbures que sur du glucose. Et aujourd'hui, l'une des références en termes de recherche sur le jeûne intermittent est le docteur Sachin Panda du Salk Institute aux États-Unis, un chercheur indien qui a étudié l'impact des fenêtres alimentaires sur la santé. Sachin Panda a mené des expériences clés sur l'influence des horaires alimentaires sur la santé, indépendamment du nombre de calories consommées. Son étude est spectaculaire, ça a été une petite révolution dans le monde scientifique. Ça a chamboulé toutes les théories de beaucoup de diététiciens, de nutritionnistes, parce qu'il a prouvé que la fenêtre pendant laquelle on mangeait était plus importante que les calories qu'on consommait. Quand est-ce que tu manges est plus important que ce que tu manges. Et voilà ce qu'il a fait comme expérience. Il a pris 2 groupes de souris, groupe 1, groupe 2. Il a donné la même quantité de calories aux 2 groupes. Les 2 groupes avaient exactement au gramme près, au milligramme près, la même quantité de calories. La seule différence, c'est que le groupe 1 pouvait manger tout le temps, 24 heures sur 24, et qui plus est, un régime riche en graisse et en sucre, donc du junk food ou de la junk food. Donc ça, c'est le groupe 1, qui bouffe tout le temps de la merde. Le groupe 2 a exactement la même chose. Riche en graisse, en sucre, le même nombre de calories, de la junk food, pareil. La seule différence est que le groupe 2 de souris ne pouvait manger que pendant 8 heures, suivi de 16 heures d'abstinence, donc de jeûne. Et voilà les résultats. Le groupe 1, qui mangeait 24 heures sur 24, est devenu obèse. Les souris du groupe 1, qui mangeaient 24 heures sur 24, sont devenues obèses, avec une forte prise de poids. Le groupe 2 n'a pas pris de poids, malgré la même quantité de calories, parce qu'ils n'ont mangé que dans une fenêtre de 8 heures. Santé métabolique. Le groupe 1, qui mangeait tout le temps, apparition de diabète type 2, foie gras, stéatose hépatique, résistance à l'insuline. Groupe 2, aucune maladie. Aucune. Elles sont restées métaboliquement saines. Performance physique. Les souris du groupe 2, qui ne mangeaient donc que 8 heures, montraient une meilleure endurance lors des tests physiques, notamment la course sur le tapis roulant. Et voilà la conclusion du docteur Sachin Panda. Nous tombons malades, non pas à cause du nombre de calories ingérées, mais parce que nous mangeons à n'importe quelle heure. Et la fenêtre alimentaire idéale, selon lui, c'est de limiter l'alimentation à une fenêtre de 8 à 10 heures par jour maximum, si on veut améliorer notre santé métabolique. Indépendamment de ce qu'on mange, tu peux manger ce que tu veux. Si tu te limites à une fenêtre de 8 heures et ensuite tu ne manges rien pendant 16 heures, tu vieilliras mieux, tu vivras plus longtemps et tu auras moins de maladies que celui qui mange la même chose que toi, mais tout le temps. Et on va aborder la question du jeûne musulman, du ramadan, parce que le docteur Sachin nous explique aussi pourquoi c'est une connerie. Il ne le dit pas, mais de façon indirecte, il explique que ce jeûne, donc le ramadan du lever au coucher du soleil, qui consiste à ne pas manger du lever au coucher du soleil, est une connerie absolue. Pourquoi ? Parce que le jeûne est aussi lié au rythme circadien. Le rythme circadien, c'est les fenêtres ou les séquences de réveil et de sommeil. Jeûner le jour et manger la nuit est une folie hormonale. Pourquoi ? Parce que le corps est prêt à recevoir la nourriture, il est programmé à recevoir la nourriture en pleine journée, quand le soleil ou la lumière stimule la rétine et le cerveau. La nuit, le corps se prépare à se reposer, à faire son nettoyage et à fabriquer ses hormones, les hormones nécessaires au fonctionnement. La majorité des hormones et des réparations se font la nuit. Le problème du ramadan, c'est que c'est le contraire qui se passe. On prive le corps de nourriture toute la journée et on se gave la nuit. Ce que font la majorité des musulmans, c'est que à la tombée du jour, ils commencent à manger, ils font leur rupture du jeûne et ils mangent de la quantité de nourriture qu'ils consomment pendant le ramadan. Il y a un auditeur qui m'a dit
Tu sais que pendant le ramadan, les gens dépensent plus d'argent, les musulmans du moins, ceux qui font le jeûne. Ça coûte très très cher, parce qu'ils achètent plus de viande, plus de gâteaux, plus de sucre, plus de limonade, plus d'aliments en tout genre. Et au final, les gens grossissent pendant le ramadan. C'est un jeûne qui fait grossir. Les gens tombent malades pendant le ramadan. Je suis choqué que la communauté scientifique n'en parle pas. Il y a une vraie omerta sur ce jeûne. Les accidents de la route explosent pendant le ramadan. C'est normal. Le gars est conduit, il n'a rien bouffé. Et il fonctionne même pas sur les cétones, parce que vous savez qu'avant de commencer le jeûne, les musulmans mangent, comme ils savent qu'ils ont une longue journée. Si le jeûne commence à 6 heures du matin, ça dépend. Des fois c'est en été, des fois c'est en hiver. Admettons, ça commence à 6 heures. Ils se lèvent en général à 5 heures du matin pour manger et boire de l'eau pour se préparer à la journée qui arrive. Surtout en été, c'est encore plus tôt. Et il fait encore plus chaud. Donc le gars qui conduit à 10h, 11h, midi, même un peu plus tard, à 16h, il fonctionne pas encore sur les cétones. Il a bouffé le matin. Il s'est juste levé un peu plus tôt, mais il s'est gavé le matin de bouffe, de sucre. Donc il est fatigué. Il fonctionne sur son glucose. De l'énergie de mauvaise qualité. Voilà pourquoi les accidents de la route explosent pendant le ramadan. Les erreurs, les accidents du travail, c'est une calamité. Et il y a une omerta sur ça, personne ne veut parler. Les gens le savent, les médecins savent que c'est une catastrophe, c'est eux qui reçoivent les urgences. C'est eux qui reçoivent les malades en hypoglycémie, en hyperglycémie, les gens qui tombent dans les pommes, les accidentés de la route, les accidents du travail. Et le jeûne du ramadan est basé sur une sourate et quelques versets. Donc la sourate de la vache, la sourate de la Baqara. T'as Mohammed et Duldulk. T'as Mohammed et son âne Duldul, ils étaient assis comme ça en mode pique-nique. Et Mohammed, il sort la punchline. Duldul, j'ai une idée. Duldul, il lui dit, vas-y Mohammed, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près, j'ai l'habitude avec toi. Et Mohammed, il lui dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de cette punchline? Je vais la sortir demain aux habitants de la Mecque, aux habitants de Quraysh. 2 points. 2 points, ouvrez les guillemets. Verset 183. Duldul, il lui fait, t'es sûr, c'est pas le 182? Ta gueule, Duldul, je connais mes versets. 183. Oh, les croyants. On vous a prescrit le siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et Duldul, il est là. Comment ça, à ceux avant vous? Mais oui, Duldul, les chrétiens, les juifs, ils font aussi le jeûne. Et Duldul, mais c'est pas pareil. Yom Kippour, tout ça, c'est pas un mois, Mohammed, c'est pas 30 jours. Ta gueule, Duldul. Commence pas à foutre la merde. J'ai dit comme ceux avant vous, comme ceux avant vous. Vous savez que dans toute l'histoire islamique, le seul élément de bon sens, c'est l'âne Duldul. Il avait au moins une fonction. Il emmenait le prophète sur les champs de bataille. Donc sur le seul verset 183 de la sourate Al-Baqarah, les musulmans doivent jeûner. Il y a aussi le verset 187 qui explique comment se fait le jeûne. Et là, 2 points, ouvrez les guillemets, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. En gros, du matin au soir, du lever du soleil au coucher du soleil. Et là, Duldul, il lui dit, mais ça marche pas partout, Rasulallah. Ça marche pas dans toutes les latitudes. Tu sais qu'il y a des villes situées au-delà du cercle polaire arctique qui connaissent des périodes où le soleil ne se couche pas. T'as une ville au nord de la Norvège qui s'appelle Longyearbyen. Je ne sais pas si je prononce bien. On s'en fout, c'est du norvégien de toute façon. Sur l'archipel de Svalbard, en Norvège, qui a 125 jours de lumière consécutive. Du 20 avril au 22 août. Il fait jour, le soleil ne descend pas. Comment t'appliques ce verset? Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Tu fais comment? T'as le soleil de minuit au pôle Nord. Pendant 6 mois, il fait jour. 6 mois de soleil et 6 mois d'obscurité. On fait comment? Ce verset n'est pas applicable. La vérité, c'est que Allah ne connaissait pas ces histoires de pôle Nord, de Norvège, de Suède. Allah est un bédouin du désert. C'est pour ça qu'il t'a dit.
Il t'a pas donné d'heure spécifique. Il t'a dit tu jeûnes du lever au coucher du soleil. Oui, mais on fait comment quand le soleil ne se couche pas? Oh, ta gueule. Cherche pas les emmerdes. Si tu veux une preuve que l'islam n'est pas divin, c'est celle-ci. S'il y a des musulmans qui vivent en Norvège, tu fais comment? Tu bouffes pas pendant 125 jours? T'attends le coucher du soleil, tu vas attendre longtemps. Au nord de la Norvège, du moins. La réalité, c'est que Allah est un bédouin du désert. Allah, c'est Mohammed. Il était assis sur son tapis, il se grattait le cul. Combien de temps ça va durer, ce jeûne? 1 mois, ça me paraît bien, ça. 1 mois. Histoire de bien casser les couilles. 1 mois, c'est bien, ça. Combien de temps? Évidemment, ils n'avaient pas encore inventé l'horlogerie. Combien de temps? Ben, ils regardent, ils se grattent le cul, ils regardent. Quand le soleil, il monte là-bas, quand tu vois le soleil, t'arrêtes de bouffer. T'arrêtes de bouffer, de boire, de baiser. Est-ce qu'on peut se gratter le cul? Oui, ça tu peux. Ça tu peux. Tout le reste, non. Et quand est-ce qu'on peut? Quand est-ce qu'on peut? Eh ben, tu vois, quand le soleil il repasse de l'autre côté, quand il commence à se coucher. Quand il va se coucher dans une mare d'eau, la mare d'eau bouillante qu'a vue Dulkarnain, Alexandre le Grand. Quand le soleil se couche, oui, parce qu'en islam, le soleil se couche dans une mare d'eau bouillonnante. Voilà. Et c'est un ami d'Allah, Dulkarnain, l'homme aux cornes, qui serait apparemment Alexandre le Grand. C'est lui qui aurait vu ça. Donc, tu romps le jeûne, t'arrêtes, ou plutôt t'arrêtes de jeûner, tu commences de manger, quand le soleil rentre dans la mare d'eau bouillonnante. Là, tu fais bismillah et tu commences. La gazouze, le sucre, les dattes, le lait en avant. Et tu bouffes comme ça. Jusqu'au matin. C'est quoi le ramadan? Sérieux, il commence à bouffer. Alors, ça dépend des jours. Ça aussi, c'est un autre problème. Parce que on va revenir à la question du jeûne. Le ramadan se déplace dans l'année. Vous savez qu'il suit le calendrier islamique qui est basé sur les cycles lunaires, qui compte entre 354 et 355 jours. Donc, par rapport au calendrier solaire, le ramadan recule de 10 à 11 jours chaque année. Et donc, chaque année, le ramadan arrive à une époque différente. Donc, cette année, c'est au mois de mars. En 2026, ça sera le 18 février. En 2027, ça sera le 8 février. Plus ou moins, calendrier lunaire, c'est un peu bordélique, mais à quelques jours près. Et donc, forcément, chaque année, le ramadan recule de 11 jours et donc vous ferez ramadan en hiver, en automne, au printemps, en été, avec des horaires différentes. Et en fonction des latitudes différentes, parce que le ramadan est injuste aussi. Par exemple, en France, si tu es un musulman qui vit en France, le ramadan en hiver, c'est entre 9 et 10 heures de jeûne, alors qu'en Norvège, c'est entre 11 et 12 heures de jeûne, en hiver. Lorsque le ramadan tombe en été, en France, c'est entre 16 et 17 heures de jeûne, et en Norvège, c'est entre 19 et 20 heures de jeûne. Donc déjà, en fonction des latitudes, les gens ne jeûnent pas la même période. Donc Allah est inégalitaire. Donc le musulman qui vit en Norvège, qui a jeûné 2 heures de plus que celui qui vit en France, il a plus de hasanat? Ou 3 heures de plus? Comment ça se passe? Il a plus de hasanat? Il va à un paradis différent? C'est injuste ce truc. Si vous m'écoutez, que vous êtes en France, on est en hiver, vous allez jeûner entre 9 et 10 heures, le gars en Norvège, lui, il va jeûner entre 11 et 12 heures. Il va jeûner plus que vous. Mais vous allez aller au même paradis si ça existe. Donc il va bosser plus pour le même résultat. C'est une putain de religion injuste. Mais le pire dans tout ça, vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que ça ne sert à rien. Ton jeûne de 9-10 heures n'est pas suffisant pour le switch métabolique. Il commence à partir de 12 heures. Donc ce que vont faire les gens cet hiver pendant le ramadan, ou ceux qui le font du moins, ils vont se lever le matin. Voilà un peu la routine. Vous aurez peut-être des vidéos YouTube. Ma routine ramadan. Il y a toujours des conneries comme ça. Ma routine ramadan. Bismillah. Il y a toujours des conneries, ça me tue. Les vidéos routines, que ce soit gonzesses, les mecs, pareil, les vidéos. On s'en branle de vos vies. Arrêtez les vidéos routines. Ma vidéo routine, je me lève le matin. Après un grattage de cul, je me brosse. Ferme ta gueule. On s'en fout de ta vie. Mais préparez-vous aux vidéos routine ramadan. Bismillah la communauté, comment ça va? Ma routine ramadan. Je me lève le matin, je prends un verre de lait, des dattes, avant la prière du soubh. Le soubh, c'est le matin.
en arabe. C'est le lever du soleil. Donc, en général, pour se préparer à la journée, parce que c'est dur de rien bouffer, donc les gens, c'est du bon sens, hein, ils savent que ça va être difficile, donc ils se lèvent. Je suis pas en train de les moquer, hein. Les gens endoctrinés, je compatis. Vous êtes dans une secte, je compatis. Je suis pas en train de vous moquer. Donc, vous vous levez le matin, vous mangez, parfois les restes de la veille, donc vous mangez à 6 heures du mat, parfois peut-être même à 5 heures ou 5 heures et demie. En été, encore avant, peut-être à 4 heures ou 3 heures et demie du matin. Vous vous gavez, vous bouffez le matin. Ensuite, vous sortez, vous jeûnez toute la journée. Vous êtes crevé en hypoglycémie, vous puez de la gueule, vous êtes énervé, vous êtes stressé. Vous rentrez le soir, rupture du jeûne, vous mangez. Et en général, les gens mangent toute la nuit. Ça bouffe. Ensuite, ça va faire la prière. Ensuite, ça revient bouffer. Après, ça va faire la chicha. Les fumeurs fument, parce que fumer, c'est pas permis pendant le ramadan. Donc, tous les fumeurs, ils sont sur les nerfs. Le soir, ils tapent un paquet de cigarettes entier. Et ça bouffe, minuit, 1 heure, 2 heures du mat. Ça va au lit très tard, c'est fatigué. Ça se réveille le lendemain matin. Et le même cycle pendant un mois entier. Et ce n'est pas un jeûne. Tu t'es gavé de bouffe toute la nuit. Et le matin, tu as fait un jeûne de 9-10 heures qui n'est pas suffisant pour le switch métabolique. À aucun moment tu tapes dans les cétones pour bénéficier du jeûne. C'est de la merde ce que tu fais, c'est ni fait ni à faire. Ça s'appelle de l'endoctrinement religieux. T'as un bédouin du désert il y a 14 siècles qui t'a dit arrête de manger pendant un mois pour déconner et toi tu l'as cru. T'as un bédouin qui avait même pas un cheval, il avait un âne qui s'appelait Doul. C'est dans la sira de Ibn Ishaq, dans la sira de Ibn Hisham, écrit noir sur blanc, le prophète avait un âne qui s'appelait Doul. Il était même pas foutu d'avoir un cheval. Il allait à ses campagnes militaires à dos d'âne. Un âne que lui a offert Al-Muqawqis, le gouverneur d'Égypte. Votre prophète, ou le prophète de l'islam, n'était même pas foutu de s'acheter un âne. Al-Muqawqis lui a envoyé cet âne avec Marie la Copte et sa sœur Cyrine, 2 esclaves sexuels coptes. Il lui a offert un bourricot pour qu'il ferme sa gueule. Selon la Sira, le prophète envoyait des lettres de menaces. Je vous renvoie à ma vidéo sur Marie la Copte, j'en parle en détail. Son hobby favori était d'envoyer des lettres de menaces pour que les gens se convertissent à l'islam. Et Al-Muqawqis, qui était un Égyptien copte, un Égyptien chrétien, lui a dit « Va te faire enculer !» J'en veux pas de ta religion. Par contre, je vais t'envoyer un bourricot qui s'appelle Doul. Je vais t'envoyer 2 esclaves sexuels, 2 putes que tu pourras baiser et fous-moi la paix. Mohammed, comme c'est un mec qui aime l'argent et les femmes, il a pas dit Al-Muqawqis. Non, Al-Muqawqis. Je n'échangerai rien contre ma religion. Je n'échangerai rien contre la volonté d'Allah. Convertis-toi, Al-Muqawqis. C'est pas ce qu'il a fait. Mohammed, il a dit, ok, je prends. Tu peux m'ajouter un pot de miel? Sans plaisanter, il y avait aussi un pot de miel. Un âne, Marie la Copte, Maria al-Kiptiya, sa sœur, Cyrine, et un pot de miel. Et t'as 2 milliards de musulmans qui vont jeûner pour ce type. Vous me faites de la peine, les gens. Vous me faites de la peine. Donc Allah, qui ne savait pas que la terre était ronde, ne connaissait pas non plus le soleil de minuit, ne savait pas qu'il y aurait des musulmans qui vivraient en Norvège, en Suède, et même plus au nord. Des musulmans qui n'auraient pas de coucher de soleil, donc qui ne pourraient pas faire Ramadan, qui ne pourraient pas appliquer la sourate de la vache, verset 187, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Il est où le fil blanc, connard, au pôle Nord? Il dure 6 mois, ton fil blanc. Comment je fais? Et là, les imams vont te dire, oui, mais il faut vivre avec son temps. Il faut utiliser les montres. On a des montres, on a des horloges. Ah oui, les horloges des koufars, connard, des Suisses. Je vais regarder l'heure sur la montre d'un koufar. C'est ça que tu veux dire? On va utiliser Internet, la technologie des koufars mécréants, les salopards. On va utiliser des Rolex pour savoir à quelle heure il faut manger? Tu te fous de ma gueule? C'est un peu le problème aussi. En islam, on ne sait jamais ce qui est halal, ce qui est haram. Le truc permis, pas permis. Un coup, ce que font les mécréants, c'est pas bien. Un coup, on aime bien Internet créé par les mécréants, les voitures, la technologie. On aime bien tout ce qui est créé par les mécréants. Un peu de cohérence, les mecs. Hein. Ou on est des koufars,
ou vous utilisez nos technologies, il faut choisir. Ou on est des sales bouffeurs de halouf, ou on a inventé Internet, il faut choisir. Et autre chose aussi, autre problème, le travail. Parce que Allah et son prophète, bédouins du désert, ne travaillaient pas. Mohammed passait son temps à attaquer des caravanes et il dormait la moitié de la journée. Donc forcément pour lui le jeûne c'est facile, quand tu dors et tu fous rien, c'est ce qui se passe dans les pays du tiers-monde, les PIB baissent pendant le ramadan. Donc forcément si tu travailles pas, tu fais la sieste, tu te grattes le cul toute la journée, oui tu peux faire ramadan, et c'est ce qui se passe dans la majorité des pays musulmans, les gens n'en branlent pas une. Tout est fermé, rien ne fonctionne. Même les administrations, quand tu veux un papier, ils te disent reviens après le ramadan. Ton mécanicien revient après le ramadan. Ton médecin, ton chirurgien revient après le ramadan. Les gens ne bossent pas. C'est impossible de bosser le ventre vide. Et c'est un drame. C'est un drame le ramadan dans les pays musulmans. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une omerta, parce que personne ne parle. Les diabètes explosent, les maladies cardiaques explosent, l'obésité explose dans le monde arabe. Qatar, 39% de taux d'obésité. Bahreïn, 33%. Égypte, 24%. Irak, 25%. Jordanie, 36%. Le monde arabe est obèse. Si le ramadan était bon pour la santé, si les préceptes d'Allah permettaient aux musulmans d'être en bonne santé, expliquez-moi pourquoi le monde musulman est obèse. Pour vous donner une idée, la moyenne de l'obésité dans l'Union européenne est de 16,5%. Les personnes en état d'obésité représentent 16,5% de la population. Donc les bouffeurs de halouf, de porc, les buveurs de vin et de bière sont en meilleure santé que tous les pays musulmans. Le pays qui est considéré en moins bonne santé en Europe, avec un taux d'obésité assez élevé, qui est l'Angleterre, 20 ou 21% d'obésité, je ne me souviens pas, est en meilleure santé que l'intégralité des pays musulmans. L'Angleterre, c'est 20-21%. Le Qatar, c'est 39% d'obésité. Le Koweït, 37% d'obésité. Je vous parle même pas du diabète, c'est une hécatombe dans les pays musulmans. Si votre religion est si bonne, si votre religion vous apprend à manger, à rester en bonne santé, expliquez-moi pourquoi vous êtes tous obèses et diabétiques. Pourquoi les médecins ne parlent pas du danger du ramadan? Pourquoi cette omerta? Le ramadan est un danger sanitaire public. La sécurité sociale doit s'y intéresser. Et c'est là que vous voyez le pouvoir de l'islam politique. Les gens ont peur de parler. Vous croyez que le médecin moyen ne sait pas que le ramadan est une connerie? Vous croyez qu'au ministère de la Santé, vous croyez qu'ils ne savent pas que c'est une connerie absolue? On nous casse les couilles avec 5 fruits et légumes par jour. On nous fait chier dès qu'on fait un petit écart. Et à côté, t'as une dinguerie comme le ramadan qui provoque des accidents de la route, des gens qui tombent malades, une épidémie de diabète, et on dit rien. On dit rien sur une hécatombe sanitaire. Le mois du ramadan, dans tous les pays musulmans, est une hécatombe sanitaire, une hécatombe économique. Les PIB baissent, la productivité baisse. Vous imaginez le truc, le ramadan provoque une baisse du PIB. Et pour conclure, je vais vous donner une statistique assez ironique pour vous montrer les dégâts de cette religion sur le développement humain, le développement social, le développement économique. Les gens disent « Ah, moi je suis musulman, c'est la meilleure religion, l'islam c'est la vérité, je fais le ramadan, je mange pas de halouf, je ne bois pas de vin, c'est grâce à Allah que je suis en bonne santé. » Lisez cette statistique et laissez-la entrer dans votre cerveau. Les musulmans qui m'écoutent, ceux qui doutent, qui n'ont pas encore quitté l'islam, qui ne savent pas, qui se posent des questions. L'espérance de vie d'un Saoudien. Donc le Saoudien, il fait la prière, il croit en Allah, il ne mange pas de porc, il ne boit pas de vin, il fait son ramadan, etc. L'espérance de vie moyenne d'un Saoudien est de 77 ans. 77,6 ou 9, vous trouverez des chiffres plus ou moins différents en fonction des sites, mais on va dire 77 ans en Arabie Saoudite, 77,6. Mais l'espérance de vie en Espagne, l'Espagne, le pays du halouf, le pays du jambon, l'espérance de vie moyenne d'un Espagnol qui ne croit pas en Allah, qui boit du vin, qui bouffe du porc, qui ne fait pas le ramadan,
qui s'en branle complètement de ces histoires, est de 83 ans, et même 84 selon certaines sources. 84 ans. L'Espagnol vit entre 6 et 7 ans de plus que le Saoudien. Allah vous fait perdre quasiment 7 ans de vie. Vous vivez moins en vivant sur les terres d'Allah. Vous vivez moins bien, moins longtemps, et vous vivez mal. C'est quoi une vie sans sexe, sans vin, sans plaisir, sans jambon? Une vie de haram, tout est interdit, putain, tout est interdit. C'est quoi comme vie? Plus j'analyse cette religion et plus je pense qu'en réalité, c'est une malédiction. C'est un culte qui n'aurait jamais dû sortir du désert d'Arabie et de Médine et qui a pourtant contaminé la terre entière par la terreur, par le mensonge. Et j'espère que pour beaucoup d'entre vous, vous n'aurez pas à faire ce ramadan, car c'est une violence inutile faite au corps et à l'intelligence humaine. Le ramadan est une aberration scientifique. Les arguments qui consistent à dire que le ramadan est bon pour la santé sont un mensonge. Qui plus est, le ramadan est un jeûne sec, c'est-à-dire que les personnes qui font le ramadan ne s'hydratent pas. Pendant 10 heures, 11 heures, 12 heures, 16 heures en été, lorsque les journées sont longues. Vous savez que la période du jeûne dépend de l'année dans laquelle tombe le ramadan. Il se déplace dans l'année. Donc on jeûne parfois en hiver, au printemps, d'autres fois en automne et en été. Et il est scientifiquement prouvé que le jeûne sec est dangereux pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, confirme que le jeûne sec est dangereux pour la santé et ne le recommande pas. Tous les jeûnes thérapeutiques sont des jeûnes où on s'hydrate, où on prend des tisanes, des thés, des bouillons. On ne s'alimente pas, mais on prend des vitamines, des oligo-éléments. Et ça, c'est important à comprendre. L'argument massu contre le ramadan, c'est que c'est un jeûne sec. Et un jeûne sec est dangereux. Et la raison, c'est que, 1, il déshydrate. Le corps humain a besoin d'eau. Il n'y a rien de bénéfique à ne pas boire d'eau. Le jeûne sec crée un stress métabolique inutile. Le manque d'eau empêche d'éliminer efficacement les toxines. On élimine les toxines comment? Par la fonction rénale, par la sueur. Et comment fonctionnent les reins? Avec de l'eau. Ne pas boire, c'est bloquer sa fonction rénale, c'est perturber sa fonction rénale, c'est fatiguer ses reins. Le jeûne du ramadan fatigue vos reins. Et ouvrez grand les oreilles, ceux qui s'apprêtent à faire le ramadan, le jeûne. En l'absence d'eau, les reins ne peuvent pas filtrer les déchets. Ça entraîne des troubles rénaux, des calculs rénaux. Si tu as fait plusieurs ramadans dans ta vie et que tu as développé des calculs rénaux par la suite, pose-toi la question. Ta religion t'a rendu malade. Ce jeûne sec développe les calculs rénaux. Ce n'est pas la cause unique, mais il provoque des calculs rénaux. À force de jeûner, vous allez avoir des problèmes de reins. Le jeûne sec est mauvais pour la santé. Aucune culture ne fait ça, à part l'islam. Tous les jeûnes au monde sont des jeûnes où l'on s'hydrate. Et c'est à ce moment-là que le jeûne devient bénéfique. On repose le système digestif, mais on permet au corps de fonctionner. On boit de l'eau, on s'hydrate, on permet à la fonction rénale d'éliminer les déchets. On arrive à suer, à transpirer. Lorsqu'on s'hydrate bien, on transpire bien et on élimine les déchets. Les gens qui font le ramadan pendant l'été, par exemple, ou qui jeûnent pendant l'été sans s'hydrater, c'est un suicide. Vous êtes des malades. Vous faites du mal à votre corps. Et je le dis et je le répète, le ramadan est dangereux pour la santé. C'est un problème de santé publique. Je suis choqué que personne ne se saisisse de ce problème dans tous les pays occidentaux où le ramadan a été importé par l'afflux de musulmans de pays de culture musulmane, dont la majorité sont endoctrinés, c'est pas de leur faute.
T'en as, ils font Ramadan, ils savent même pas pourquoi. Les grands-parents l'ont fait, les parents l'ont fait, et eux le font. Et ils se posent pas la question de c'est quoi tous ces problèmes rénaux dans les pays musulmans? C'est quoi ces problèmes de calcul rénaux généralisés? C'est quoi ces problèmes de diabète généralisé? Pourquoi on a une religion qui est censée nous maintenir en bonne santé et on est les nations les plus malades de la Terre? Le Moyen-Orient contient les nations les plus malades de la Terre. L'Afrique du Nord est malade, épidémie de diabète. Et il est temps que des voix s'élèvent contre cette pratique du Ramadan, contre cette pratique du jeûne sec, pour la simple raison que c'est dangereux pour la santé. Et pour conclure, mes amis, vous n'avez besoin ni d'un gourou, ni d'un culte, ni d'un bédouin du désert et de son Dieu imaginaire, Allah, pour jeûner. Nous le faisons déjà tous les soirs. On a juste à retrouver ce que savaient déjà faire nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, et laisser notre corps faire ce qu'il sait déjà faire de manière instinctive, ce qu'il fait depuis des millions d'années, ce qu'il s'est perfectionné à faire. Même les chimpanzés jeûnent, et pourtant, ils n'ont ni Dieu, ni prophète. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.